Pour moi, par exemple, ça a été un grand jour dans ma vie quand j'ai commencé à vraiment pouvoir différencier est-ce que j'ai soif ou est-ce que j'ai faim, à me dire « Ah non, mais en fait, là, j'ai pas faim, je suis fatiguée », et je confondais toujours les deux. « Ah non, mais là, en fait, j'ai pas faim, c'est parce que j'ai froid », et j'ai tendance à aller vers quelque chose, et toujours quelque chose de sucré ou de gras. Donc juste ça. Est-ce que j'ai besoin de repos ou est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif ou est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai trop froid et du coup j'ai faim? Etc, etc. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode qui va faire partie d'une série de 3 épisodes sur l'attachement. Donc on va parler de l'attachement et des styles d'attachement en lien avec 3 sujets, donc on aura un sujet par épisode, de façon très originale. On va parler alimentation, argent et travail. Travail-repos, on verra ça ensemble. Donc on commence tout de suite aujourd'hui avec l'alimentation et l'attachement. Un petit disclaimer avant de commencer. Dans cet épisode, je ne parle pas des troubles du comportement alimentaire sévères, pas du tout. Je parle plutôt d'habitudes, d'impulsions qu'on peut avoir avec l'alimentation, mais qui mettent pas notre vie en danger. Et j'en profite pour rappeler que les épisodes de ce podcast ont un but purement éducatif et ne remplacent en aucun cas ni un avis, ni un accompagnement médical. Donc si tu souffres de TCA, s'il te plaît, fais-toi accompagner. On va commencer avec un rappel rapide sur les styles d'attachement. Si tu ne sais pas ce que c'est que les styles d'attachement ou si tu as besoin de te rafraîchir la mémoire plus en profondeur, je te renvoie à l'épisode 16 du podcast. Donc rappel rapide ici, on va commencer avec l'attachement anxieux. Donc on se souvient qu'on a 4 types d'attachement. L'attachement sécure, qu'on veut toutes et tous avoir, dans lequel on est capable d'entretenir des relations de confiance et qui durent. On a tendance à avoir une bonne estime de soi, on peut partager nos émotions avec notre partenaire et donc être en relation, être dans une proximité et à la fois savoir exactement où sont nos limites, on peut être seul et on peut être à deux. Voilà, l'attachement sécure, c'est vraiment le Graal de l'attachement. Donc ça, c'est le premier style d'attachement. Et ensuite, on a l'attachement anxieux, l'attachement évitant ou l'attachement désorganisé. L'attachement anxieux, c'est quand on a eu des figures d'attachement, donc des parents, ok. Je parle de figures d'attachement parce que c'est pas forcément nos parents, ça peut être, peut-être qu'on a beaucoup grandi avec une babysitter ou une grand-mère, voilà. Mais les figures d'attachement, elles sont inconsistantes. Donc ça veut dire que c'est des parents qui se connectent et puis s'en vont, se connectent et puis s'en vont. C'est des parents qui sont en on and off comme ça. Et donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que le système d'attachement de l'enfant, finalement, il se tourne vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'enfant sent la connexion et puis ensuite sent cette déconnexion et il se dit mais j'ai senti là qu'il y avait de la connexion, j'en veux encore. Donc on peut comparer son système d'attachement un peu à un aimant qui est tourné sans cesse vers l'extérieur et qui a toujours besoin de plus de connexion. Et ça, adulte, c'est des personnes qui vont toujours s'inquiéter de l'opinion des autres, vont avoir peur qu'on les aime pas, vont être vraiment complètement détruits quand une relation se termine, par exemple. Voilà, vraiment dans les grandes lignes, hein, ce que ça peut donner l'attachement anxieux. Et puis ensuite, on a l'attachement évitant. Ça, c'est quand il n'y a pas eu de connexion du tout. Donc souvent, c'est des parents qui font tout le nécessaire au niveau matériel, mais c'est un peu le désert émotionnel. Donc il n'y a pas de connexion. Et ça, c'est tellement intense pour un enfant. Alors quand je parle d'enfant, c'est vraiment un petit bébé, un nouveau-né ou un tout petit enfant. C'est tellement intense. Et c'est intense parce que l'enfant, au niveau cérébral, vraiment physiologique, il ne peut pas se développer sans cette connexion. Il y a énormément de connexions neuronales qui se font grâce à l'attachement avec les parents. Donc ça, c'est tellement intense que le système d'attachement de l'enfant, il fait exactement l'inverse que dans l'attachement anxieux. Il se tourne vers l'intérieur et il ne recherche même plus la connexion, en fait. Et la croyance qui s'installe, c'est que le monde n'est pas sûr et qu'on peut compter sur personne. Et donc ça, adulte, ça va donner plutôt des personnes qui sont l'inverse, on s'y attend, qui ont plutôt des problèmes dans la proximité, dans l'intimité. Pour eux, c'est pas du tout confortable. La proximité, ils vont
pas beaucoup s'investir émotionnellement généralement dans les relations, et ça va être très dur pour eux de partager ce qu'ils ressentent, d'être vulnérables. Ça va être quelque chose qui est très très inconfortable pour les personnes qui ont un attachement plutôt évident. Et ensuite, on a l'attachement désorganisé, qui est un mélange des deux, en fait. Dans l'attachement désorganisé, c'était des parents qui étaient à la fois source de sécurité, dans le sens où, on l'a dit, l'enfant a besoin de l'attachement, mais les parents sont aussi une menace, parce qu'ils sont abusifs ou qui créent des situations insolubles pour l'enfant. Donc les personnes avec un attachement désorganisé, on va retrouver un petit peu des deux comportements, donc un petit peu des caractéristiques de l'attachement anxieux et un peu des caractéristiques de l'attachement évitant, et c'est vraiment des personnes qui appuient à la fois sur le frein et sur l'accélérateur en termes de relation. Donc oui, j'ai besoin de cette proximité, de cette connexion, mais pas trop près. Oui, non, oui, non. Et dans ce style d'attachement, il y a aussi souvent beaucoup de honte et de culpabilité toxique, et on va en reparler en lien justement avec la nourriture. Je fais un petit rappel aussi sur mon opinion sur les styles d'attachement. Moi, je pense qu'on est quasiment tous désorganisés, donc on a plus ou moins tous et toutes des caractéristiques à la fois de l'attachement évitant et de l'attachement anxieux. Et après, on a une tendance, en fait. Donc on est désorganisé. Par exemple, moi, j'étais plutôt désorganisée avec une tendance évitante. Et cet attachement, quand il n'est pas sécure, donc cet attachement désorganisé, il se manifeste dans toutes nos relations. Et bien sûr, on est en relation avec d'autres êtres humains, mais on est aussi en relation avec nos animaux, on est en relation avec la nourriture, l'argent, on est en relation avec notre travail aussi. Ce qui est important de rappeler avant de se lancer dans cette série de 3 épisodes, je pense que c'est important de rappeler que la nourriture, l'argent et le travail, c'est des choses qui sont complètement neutres en elles-mêmes. Parce que si je prends l'exemple de la nourriture, si j'ai un bon métabolisme, une pizza qui est bonne, qui est bien faite, ne va absolument pas me faire de mal, et même un truc bien industriel ou bien sucré de temps en temps, mon corps l'absorbe sans autre dommage. C'est vraiment ce qu'on en fait, c'est la relation qu'on a à ces choses-là, c'est l'attachement qu'on a à ces choses-là, qui font qu'elles ont une influence positive, ou plutôt pas très positive, dans notre vie. Donc on va consacrer cet épisode à la nourriture, à l'alimentation. Dans mon programme de coaching Arise, on travaille pas mal sur ces sujets. Et donc je vais te partager un petit peu ce qui ressort beaucoup, ce que je vois beaucoup chez les personnes que j'accompagne, chez mes clients et mes clientes. Alors ce que je rencontre fréquemment, ça peut être la peur d'avoir faim ou la peur de manquer de nourriture. Une autre chose, c'est l'envie de manger quand il y a des émotions fortes ou, en fait les deux, quand il y a de la fatigue. Je vais manger parce que je suis fatiguée. Une autre ou deux autres choses en fait que je vois, c'est deux grandes tendances. Ça peut être se laisser aller complètement sur la nourriture, un peu ce truc de foutu pour foutu, ou tout contrôler excessivement, donc l'une ou l'autre des tendances. Ou ces deux tendances ensemble d'ailleurs, mais qui s'alternent. Et une autre chose aussi, c'est la culpabilité. La honte, la culpabilité, ça peut être l'une des deux. De manger trop ou de manger certains aliments. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est perturbation finalement dans la relation avec l'alimentation si on les relie à l'attachement. Si on revient à l'origine des styles d'attachement, sur le rappel que je faisais tout au début de l'épisode, on peut voir assez clairement le lien avec les styles d'attachement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer du lien, peut-être de façon un peu grossière parfois, mais l'idée, c'est vraiment d'expliquer l'influence de l'attachement sur la relation avec l'alimentation. Si je commence avec l'attachement anxieux, on se souvient, l'attachement anxieux, on a dit c'est des figures d'attachement qui sont en on and off. Et on a dit, le système d'attachement de l'enfant, il se tourne vers l'extérieur, il en veut toujours plus et il a peur d'une nouvelle déconnexion, de ressentir à nouveau ce manque parce que il l'avait senti, cette connexion. Donc ici, on peut faire un parallèle assez clair et qui est assez simple en soi, c'est peur d'avoir faim, peur de manquer de nourriture. Donc les personnes qui ont tendance à avoir un attachement anxieux vont pouvoir rencontrer ça. Les personnes qui ont une tendance anxieuse, c'est aussi des personnes qui ont tendance à davantage être dans le cerveau droit, donc elles vont être beaucoup plus facilement emmenées par leurs émotions sans qu'il y ait de régulation par le cerveau gauche, sans qu'il y ait de régulation plus cognitive, en fait. Et donc quand on est facilement emmené par ses émotions, ça peut être très submergent, ça, et donc qu'est-ce qu'on va faire pour faire baisser cette intensité? On va aller vers l'alimentation, on va manger. Super forme d'anesthésie, surtout le sucre, on va y revenir. Dans l'attachement anxieux, la personne, elle peut se sentir aussi assez hors de contrôle, parce qu'il y a toutes ces émotions, et aussi parce que, petit enfant, elle vivait sans cesse ces cycles de connexion-déconnexion, sans que cet enfant puisse savoir quand est-ce qu'il allait être en connexion avec le parent ou pas, et sans avoir aucune influence, bien sûr, ni sur la connexion, ni sur la déconnexion. Donc une façon de
corriger ça, et souvent c'est ce qu'on fait, en fait on surcorrige ce qu'on a vécu, de façon consciente ou inconsciente, ça peut être de contrôler à tous les endroits de ma vie que je peux. Vu que je me sens hors de contrôle, je vais essayer de contrôler à tous les endroits que je peux, et donc l'alimentation c'est quelque chose que je peux contrôler et surcontrôler. Donc ça peut être la première tendance, où on peut avoir la tendance inverse, la personne elle se sent complètement hors de contrôle, et en plus il y a toutes ces émotions qui sont là, et elle a vraiment besoin de faire baisser l'intensité, et en même temps elle se sent hors de contrôle, donc il y a un peu cette voie de foutu pour foutu, et là du coup elle va complètement se laisser aller avec la nourriture. Donc on peut voir vraiment l'une ou l'autre des tendances. Donc ce qu'on voit ici, c'est aussi qu'on ne peut pas relier un style d'attachement avec un comportement vis-à-vis de la nourriture. Je ne peux pas te dire « Ah, tu as un style d'attachement plutôt anxieux, donc tu vas forcément te comporter comme ci, comme ça avec la nourriture. » Mon objectif, c'est vraiment plus de montrer, d'expliquer l'influence de l'attachement et donc des premiers moments de vie sur nos relations et sur tout ce avec quoi on est en relation, dont la nourriture fait partie. Et mon espoir aussi, c'est que tu puisses expliquer peut-être certains comportements et voir que non, ce n'est pas, en tout cas pas entièrement, de ta faute. Et souvent même pas de ta faute du tout. Si on prend l'attachement évitant maintenant en lien avec l'alimentation, on se souvient que le parent il fait ce qu'il faut du coup au niveau matériel, mais c'est le désert émotionnel. Il n'y a pas de connexion. Et donc il y a cette croyance que le monde n'est pas sûr, que je peux compter sur personne. Et au niveau du système nerveux, ce que ça peut donner, c'est un figement, une réponse de figement pour pas trop ressentir. C'est ça qui se passe. Et adultes, c'est des personnes qui ne peuvent pas ressentir l'intensité émotionnelle, les personnes qui ont un attachement évitant. C'est pas qu'elles veulent pas, c'est vraiment qu'elles ne peuvent pas. C'est tellement submergent, leur système est tout de suite submergé par un gramme d'émotion. C'est des personnes qui, quand il y a une autre personne qui rentre dans la pièce avec son intensité émotionnelle, genre elle quitte la pièce, elle dit en fait moi je peux pas. Donc ici même chose, c'est pas le même style d'attachement mais même chose. S'il y a des émotions qui arrivent, parce que ça veut pas dire que ces personnes elles sont immunes aux émotions, ces personnes elles peuvent trouver aussi comme anesthésiant la nourriture. Ce qui peut se passer aussi chez les personnes qui sont plutôt évitantes, c'est qu'elles soient à ce point déconnectées de leurs émotions, en fait, que, voilà, quand on se déconnecte de ses émotions, on se déconnecte de toute la palette, donc on se déconnecte aussi de la joie, du plaisir, et donc il peut y avoir ce rapport très, j'ai envie de dire allemand, désolée si tu m'écoutes et que t'as des origines allemandes, moi aussi, donc je me permets de dire ça, un rapport très allemand à la nourriture. Genre, je sais ce qui est bon pour moi et je vais manger uniquement ce qui est bon pour moi parce que je mange pour me nourrir et je mange pas du tout pour me faire plaisir. Donc il y a une forme d'hyper-contrôle aussi là-dedans, mais qui vient pas, comme dans l'attachement anxieux, de ce besoin de contrôler certains domaines de ma vie, mais plus d'un truc très cartésien de « je mange pour me nourrir, point à la ligne ». L'attachement désorganisé, c'est un mélange des deux. Donc dans l'attachement désorganisé, on va avoir tendance à retrouver en fait un peu de tous les comportements. Donc peut-être la peur d'avoir faim, aller par défaut vers la nourriture quand il y a des émotions fortes ou quand il y a de la fatigue, osciller entre me laisser complètement aller et contrôler de façon hyper stricte, et puis culpabiliser après, une fois qu'on a mangé trop, ou qu'on a mangé certains aliments qu'on définit comme pas sains. La honte et la culpabilité quant à l'alimentation, elles peuvent être très 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 présentes chez les personnes qui ont un attachement désorganisé, tout simplement parce que cette honte et cette culpabilité qui sont vraiment toxiques, elles sont présentes très très tôt dans ce style d'attachement-là. Maintenant, je vais m'éloigner un petit peu des styles d'attachement et je vais élargir sur le lien entre nourriture, système nerveux et trauma. Et on va parler de deux cas de figure. Je vais parler du fait d'avoir peur d'avoir faim et je vais parler de la démarche d'aller vers de la nourriture un peu doudou, on va dire, pour anesthésier ses émotions. Donc si je prends le fait d'avoir peur d'avoir faim, on peut comprendre pourquoi si on a la grille de lecture du système nerveux. Moi, c'est quelque chose que j'avais pas peur d'avoir faim, mais je trouvais ça très désagréable, en fait, les sensations d'avoir faim. Et on peut comprendre pourquoi, parce que avoir faim, ça peut être très activant. Pourquoi ? Parce que ça peut s'accompagner de symptômes physiques qui ressemblent à l'anxiété, en fait. Quand ton estomac commence à se sentir vide, on peut sentir au niveau de l'estomac du coup des contractions musculaires, on peut sentir comme ça se contracte dans l'estomac, et ça c'est exactement ce qui peut se passer aussi quand on commence à sentir l'anxiété arriver. Quand ton taux de glycémie commence à baisser, ton énergie baisse, tu peux avoir des difficultés de concentration, tu peux être plus irritable, plus sur le fil comme ça. C'est aussi ce qu'on peut ressentir quand on est anxieuse, quand on est dérégulé. Si tu manges pas, tu peux ressentir aussi une sensation de faiblesse, il peut y avoir des tremblements, il peut y avoir des maux de tête aussi quand on a faim.
Et tout ça, c'est des symptômes qui peuvent être aussi ceux de l'anxiété. Et quand on a un système nerveux dérégulé, il faut comprendre que rien que ça, en fait, c'est une activation qui est trop forte. Et il peut y avoir aussi, bien sûr, des souvenirs plus traumatiques qui se superposent à ça. Par exemple, je sais pas si tu as fait une hypoglycémie un jour et que tu étais en voiture et que voilà, tu as vraiment été en danger, ou même juste tu t'es senti hors de contrôle dans ce moment-là, même si voilà, tu t'es arrêté sur le bord de la route, que rien n'est arrivé, mais il y a eu ce moment où tu t'es senti hors de contrôle et maintenant tu veux l'éviter à tout prix. Et donc tu vas avoir littéralement peur d'avoir faim. Donc voilà, juste pour donner une explication, un peu une grille de lecture, avec la grille de lecture du système nerveux sur ce qui peut se passer, en fait, avoir faim, ça peut être une activation qui est trop forte pour notre système. Et si il y a cette histoire de souvenirs traumatiques, par exemple, la méthode Psyche, elle va très bien marcher pour ça plus spécifiquement. Après, pour le reste, on va faire tout le travail de régulation du système nerveux, en fait. Maintenant, je vais prendre le cas de figure où on va vers la nourriture un peu, voilà, réconfort comme ça pour anesthésier nos émotions. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années, que j'ai beaucoup fait pour anesthésier mes émotions et que j'ai beaucoup fait pour ne pas ressentir la fatigue aussi. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui font ça, même sans s'en rendre compte. Elles sont fatiguées et en fait, elles vont manger au lieu de se reposer parce que le repos n'est pas safe. On peut avoir des parties managers de nous très fortes à l'intérieur qui nous empêchent de nous reposer. Moi, c'était mon cas. C'est des parties de nous pour qui se reposer, ralentir, c'est pas du tout safe. C'est des parties de nous pour lesquelles se reposer, ralentir, c'est pas du tout safe. Et donc on essaye de se poser sur le canapé et bim, on part en sympathique et en fait on est incapable de se reposer. Il se peut aussi que tu sois dans un état de freeze fonctionnel, de figement fonctionnel. Si tu sais pas ce que c'est le figement fonctionnel, écoute l'épisode précédent. Ça, c'est un état où en fait il y a très peu d'énergie disponible et où le métabolisme est lent. Donc on a besoin d'un boost d'énergie juste pour fonctionner, en fait. Donc on va aller chercher la caféine, le sucre. Et d'ailleurs, ça peut être tout ça, que ce soit dans le figement fonctionnel ou que ce soit pour pas ressentir les émotions ou la fatigue, ça peut être sous couvert de choses qui sont très saines, très healthy. Je vais aller chercher un thé vert, des fruits, du chocolat noir, ce qui est, on est d'accord, 1000 fois mieux que le café et le sneakers. Mais il y a quand même une forme d'addiction. Moi, je peux sentir, il y a des jours, si tu m'enlèves mon thé vert, si tu m'enlèves mes fruits ou mon chocolat noir, ça va pas le faire. Je serai irritable. Et donc, il y a une forme d'addiction à cet endroit-là. Et c'est ok, en fait. Et c'est ça qui est beau avec ce travail, c'est qu'on n'a pas besoin de tout faire tout de suite. Mais c'est intéressant de juste déjà amener de la conscience là-dessus. On va amener de la conscience là-dessus pour comprendre que le sujet, c'est pas tant que je prenne le fruit ou le sneakers ou le café ou le thé vert, c'est pas du tout le sujet même. Le sujet, c'est que au lieu de ça, au lieu du remontant, donc de la caféine, de la théine, du sucre, en fait, j'aurais besoin de repos. Ou en fait, j'aurais besoin de ressentir telle et telle émotion. Mais pour le moment, il y a cette stratégie d'adaptation qu'a trouvé mon système et qui est absolument brillante parce que sinon je serais submergée par cette émotion ou par cette fatigue parce que c'est pas des choses qui sont safe pour moi au jour d'aujourd'hui. Donc mon système, il a trouvé ce moyen d'aller vers l'alimentation pour ne pas que je sois submergée et pour que je puisse continuer à fonctionner. Et cette alimentation qu'on va appeler l'alimentation émotionnelle ici, c'est pas quelque chose dont c'est facile de se libérer parce que au niveau plus physiologique, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on entretient le cercle de la glycémie qui monte et qui descend, et aussi le cycle des neurotransmetteurs comme la dopamine qui sont boostés pendant quelques heures et puis après qui crashent, et donc on a besoin d'aller à nouveau vers le stimulant à chaque fois. Et ça, c'est un petit peu quand la physiologie s'en mêle, finalement, les hormones, etc. Et ça devient de plus en plus irrésistible parce que ce qui était une stratégie d'adaptation est devenu un vrai besoin du corps à ce moment-là. Donc si c'est ton cas, travailler là avec un nutrithérapeute, un coach de santé, un praticien en nutrition fonctionnelle, ça peut être vraiment intéressant à ce moment-là. Et ça, on peut se l'expliquer, parce qu'il y a une vraie biologie du trauma qui souvent implique des taux de cortisol qui sont chroniquement élevés quand on est anxieux. Quand on est anxieuse, on passe potentiellement beaucoup de temps en sympathique avec tout le cocktail des hormones du stress qui va avec. Et donc on a ce taux de cortisol chroniquement élevé qui peut entraîner un taux de sucre dans le sang qui est élevé lui aussi. Et donc potentiellement va y avoir des grandes fluctuations dans la glycémie, comme ça des pics de glycémie, et ça va up and down, ça crache et ça se remonte parce qu'on va chercher le stimulant et puis ça crache à nouveau. Et ça, c'est ça qui donne les fameuses fringales. Donc non, c'est pas seulement une question de volonté. Bien sûr, il faut la volonté de dire maintenant je veux guérir, je veux changer ça, mais souvent c'est plus profond que ça. Mais souvent c'est plus profond que juste je vais arrêter
d'aller vers tel biscuit ou d'aller vers le chocolat noir. C'est pas juste une question de demain c'est le 1er janvier et j'ai décidé que ça allait se passer comme ça. Parce que le corps, il réclame autre chose. Il réclame autre chose vraiment au niveau physiologique. Le docteur James Gordon, qui a beaucoup travaillé là-dessus, il dit que pendant quelques heures, la nourriture, elle a vraiment un effet anesthésiant. Il dit qu'elle a le pouvoir d'effacer le trauma pendant quelques heures. Donc c'est assez fort, ça, comme formulation, comme vocabulaire, et ça nous permet de comprendre l'intensité des mécanismes qui sont à l'œuvre ici. Et bien sûr, ce qui peut participer aussi à notre attachement à la nourriture, mais j'ai presque pas besoin de le dire ça, mais c'est tout ce qui est venu se loger dans notre inconscient, en fait, c'est tous les messages qu'on a reçus sur l'alimentation, explicites ou implicites, de la part de nos parents, nos grands-parents, tout ce qu'on a absorbé, entendu à la maison, appris. Moi, par exemple, j'avais un père qui était très ascète, les origines allemandes, elles viennent de ce côté-là, hein. Donc c'était toujours « ça suffit », pas de nourriture plaisir, vraiment le minimum, etc., etc. Donc j'ai pas reçu quelque chose de très détendu, déjà avec la nourriture, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer à initier un petit peu de changement ? Je précise toujours que dans le podcast, je peux bien sûr te donner que des choses génériques. Si tu veux travailler sur ton attachement, rejoins la liste d'attente pour le programme de coaching Arise, c'est vraiment ce qu'on fait dans le programme. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Une première chose, c'est vraiment de commencer à différencier les sensations. Et je le dis souvent, la guérison du trauma, elle commence vraiment à ce niveau viscéral, à ce niveau des sensations. Et là-dessus, sur l'alimentation, c'est un très bon entraînement. On va rien changer pour le moment, mais on va juste commencer à sentir la différence. Pour moi, par exemple, ça a été un grand jour dans ma vie quand j'ai commencé à vraiment pouvoir différencier est-ce que j'ai soif ou est-ce que j'ai faim ? À me dire « Ah non, mais en fait, là, j'ai pas faim, je suis fatiguée. » Et je confondais toujours les deux. « Ah non, mais là, en fait, j'ai pas faim, c'est parce que j'ai froid. » Et j'ai tendance à aller vers quelque chose, et toujours quelque chose de sucré ou de gras. Donc juste ça. Est-ce que j'ai besoin de repos ou est-ce que j'ai faim ? Est-ce que j'ai soif ou est-ce que j'ai faim ? Est-ce que j'ai trop froid et du coup j'ai faim ? Etc., etc. Et commencer juste à différencier les sensations. Pour le moment, juste ça. Après, s'il y a une question sur le repos, si quand tu m'entends parler, tu te dis « Ah mais ouais, moi aussi je fais ça, en fait, quand je suis fatiguée, je vais manger », ce que tu peux commencer à faire, ça va être de trouver des pratiques qui régénèrent rapidement. Parce que souvent, quand c'est pas safe pour nous de se reposer, ça veut dire qu'on a des parties managers à l'intérieur de nous qui sont très fortes. Et si on se propose de dormir 20 minutes dans la journée, en fait, on va pas pouvoir le faire. On va se sentir beaucoup trop coupable, c'est pas ok, on peut pas dormir en plein jour, etc., etc. Et tes parties, elles te laisseront juste pas faire, en fait. Par contre, tu peux peut-être négocier 3 minutes de pratique qui te fait du bien. Moi, par exemple, j'ai beaucoup exploré ça pour moi, donc je connais exactement les pratiques, les exercices qui me permettent de me régénérer très rapidement. Ça va être une pratique de soutien du dos, ça c'est une pratique somatique qu'on fait dans Arise. Il y a la position de la charrue en yoga qui marche très bien pour moi. Écouter un mantra, ça c'est quelque chose qui me nourrit vraiment en profondeur et c'est une autre forme de repos, mais c'est un repos qui est très efficace pour moi. Voilà, il faut que tu trouves ce qui marche pour toi ici, mais essayer de trouver vraiment des choses de 3 à 5 minutes qui te permettent de te régénérer rapidement et où t'as pas besoin d'aller prendre le bout de chocolat ou le biscuit, etc., etc. Je tiens à dire que c'est une exploration pour arriver à ça. Et c'est une exploration qui peut être assez longue d'arriver à vraiment, ok, ça me régénère vraiment, et ça marche vraiment. Et c'est ça qui m'évite vraiment d'aller vers le sucré. Et parfois, moi aussi, je vais encore vers quelque chose de sucré. Et c'est ok, en fait, parce que ça arrive beaucoup moins souvent. Quand ça arrive, j'en ai conscience, et c'est ok. Ce qu'on peut faire aussi, quelque chose que j'ai beaucoup fait, c'est développer mes autres sens. L'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat. Parce que j'ai réalisé que j'avais quasiment que mon goût qui était stimulé, et avec lequel je travaillais. Donc j'ai essayé de stimuler mes autres sens, alors avec les huiles essentielles par exemple, pour l'odorat, m'entourer de belles choses pour la vue, pour que mes yeux puissent se poser sur des belles choses, utiliser davantage la musique, c'était quelque chose qui faisait presque pas partie de ma vie alors que j'adorais la musique, mais juste je m'en rendais pas compte que j'écoutais jamais de musique, donc j'essayais d'écouter davantage de musique. Avoir des moments où on est plus dans le toucher aussi, le massage par exemple, ça peut être très bien. Et au début, ça peut être juste se toucher les bras comme ça, hein, ou se masser la main soi-même. Voilà, si on n'a pas le temps ou si on n'a pas les moyens d'aller se faire masser, on peut juste prendre une huile essentielle, se masser la main, et on est déjà en train de stimuler 2 autres sens qui ne sont pas le goût. Et puis après, si on va même un peu plus loin que nos sens, c'est comment est-ce que je peux prendre contact avec mon corps d'une autre façon.
Il y a beaucoup de personnes, et je pense que la plupart d'entre nous, en fait, on a vraiment ce besoin d'être dans le corps, de sentir notre corps. On peut peut-être parler d'ancrage, mais juste d'habiter notre corps. Et la nourriture, c'est un des seuls moyens qu'on a pour faire ça. Donc du coup, ici, on veut aller chercher d'autres moyens. Un bain, encore une fois un massage, le sport, le breathwork, voilà, toutes les choses qui vont me permettre d'être dans une découverte, d'être en contact avec mon corps d'une autre façon que par la nourriture. Et après, il y a le travail avec les parties de soi, bien sûr. Moi, ça, c'est une des choses qui m'a le plus aidée à me libérer de l'alimentation émotionnelle. Vraiment de développer cette compassion pour les parties de nous. Pour les parties qu'on honte, pour les parties qui se sentent coupables, pour les parties qui nous font manger ou avoir peur, d'avoir faim, etc. Développer de la compassion pour les parties à l'intérieur de nous. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec une partie de moi qui était adolescente, qui se faisait appeler la super-héros. Et cette partie de moi, elle avait l'impression que tout allait s'écrouler si elle n'était pas dans la performance. Donc c'est cette partie de moi qui m'empêchait de me reposer. Donc ici, c'est intéressant parce que je suis pas partie de la nourriture. En fait, je suis partie de ce qui me faisait aller vers la nourriture. Et moi, j'avais remarqué que quand j'étais fatiguée, j'allais vers la nourriture, mais parce que j'arrivais pas à me reposer. Donc je suis partie de ça, et ça a énormément changé les choses pour moi, aussi dans le rapport avec la nourriture. Mais le point de départ, c'était la fatigue. Et donc là, c'est peut-être l'endroit où c'est intéressant de travailler avec quelqu'un en résonance, un coach ou un thérapeute, pour aller voir la problématique un petit peu plus profonde, si je peux le formuler comme ça. Après, 3 choses un peu plus lifestyle, j'ai envie de dire, et dans mon alimentation, qui m'ont aidée personnellement, avec mon attachement complètement désorganisé et complètement émotionnel que j'avais à l'alimentation. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté les protéines en début de journée. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Déjà, ça m'a retiré la fringale du matin. Enfin voilà, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ensuite, avoir une alimentation en majorité anti-inflammatoire. Ça, j'ai vraiment vu que cette fameuse addiction au sucre, en fait, juste de baisser le sucre, ou même pas, je crois que j'ai même pas tant baissé le sucre, mais c'est vraiment juste aller vers des sources plus naturelles de sucre. En fait, j'allais naturellement vers ces sources plus naturelles-là. Donc voilà, une alimentation anti-inflammatoire. Si tu sais pas par où commencer là-dessus, commande mon livre qui s'appelle « Passer au mode de vie anti-inflammatoire ». Passer au mode de vie anti-inflammatoire aux éditions Améthyste. Et c'est un bon point de départ pour commencer dans une alimentation anti-inflammatoire, même dans un mode de vie anti-inflammatoire. Et puis j'ai beaucoup utilisé un mélange d'huile essentielle pour la glycémie aussi, dont je te mets le lien en dessous de la vidéo si tu veux regarder la composition de ce mélange. Voilà, un mélange que j'ai beaucoup utilisé là aussi pour éviter ces fringales et pour avoir une glycémie qui était un petit peu moins en montagne russe. Et une autre chose que j'ai fait aussi, qui est un peu plus work in progress là, et qui tient plus de l'alimentation consciente, j'essaye, j'y pense pas toujours, mais j'essaye de remercier la nourriture dans mon assiette avant de la manger. Et avec mon mari, on a un peu passé un accord de pas parler de choses activantes pendant les repas. Donc on parle, mais juste pas de choses qui nous activent ou même qui nous animent vachement, même si c'est des choses positives, parce que on a remarqué qu'on avait tendance à juste engloutir les choses et à manger beaucoup plus vite quand on parlait de choses activantes. Donc on essaye d'éviter ces sujets-là au maximum. On n'y arrive pas toujours, mais voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui amène beaucoup de sérénité pendant les repas, et ça déjà juste de sentir qu'on est comme ça ancré dans le ventral, que la digestion elle est online, que tout marche bien, ça aide déjà énormément. Donc voilà, ça c'est des pistes si tu sais que tu vas vers la nourriture dès qu'il y a de l'intensité émotionnelle, que t'es fatigué, que t'es frustré ou que t'es épuisé par la journée de travail. Après, je pense qu'on n'a pas besoin, ça c'est vraiment une opinion personnelle, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'être dans une neutralité totale vis-à-vis de la nourriture. Je pense que ça met plus de pression qu'autre chose. Et puis, c'est important aussi de garder à l'esprit qu'il y a une évolution. Au début, on va aller vers le biscuit, et puis peut-être t'écoutes cet épisode de podcast, tu prends conscience de plein de choses, et cette conscience, ça te laisse ces 1, 2, 3 secondes de battement, et ça te laisse assez de distance pour peut-être, remplacer le biscuit par un fruit au début. Et c'est parfait comme ça. Et ça, c'est vraiment le chemin de guérison, de juste voir le changement. Ok, je vais toujours vers le sucre, mais je vais peut-être vers une autre source de sucre. Ok, c'est le début. Et je le disais, moi, ce que j'ai vraiment trouvé le plus efficace avec ça, c'est vraiment le travail avec les parties de moi. Et ce que je veux préciser ici, c'est que le travail avec les parties de soi, ça implique de faire de l'espace au début pour pouvoir aller voir ces parties de nous. Et souvent, les parties qu'on va rencontrer, c'est des parties qu'on honte,
qui se sentent coupables, une partie qui juge. Donc c'est vraiment de demander à ces parties-là, pendant quelques minutes, de nous faire de la place. Et ça, c'est déjà comme si on enlevait une première couche, parce que si on était juste avec notre rapport perturbé à l'alimentation, mais déjà sans la culpabilité, sans la honte, sans le jugement, il y a déjà beaucoup d'intensité qui baisse. Et puis après, on peut, avec une vraie curiosité, aller comprendre ce qui se trame à cet endroit-là, quels sont les besoins de la partie, pourquoi elle a pris ce rôle-là de nous faire manger. Souvent, c'est des parties pompiers. Si tu sais pas de quoi je parle, je te renvoie à l'épisode 26 du podcast. Mais voilà, et on peut vraiment commencer à travailler avec ces parties de nous. Je termine sur un dernier point qui est très important. Aller vers l'alimentation quand ça ne va pas, ou juste par habitude, ou la contrôler excessivement. Toutes ces stratégies, c'est des stratégies d'adaptation brillantes de notre système pour lui permettre de faire face dans des moments où sinon il serait submergé. Et s'il y a 3 choses à retenir de cet épisode, c'est celle-là. La première chose, c'est que ça n'a pas de sens de retirer cette stratégie d'adaptation sans proposer de ressources de régulation à la place. Tu peux pas retirer le chocolat à ton système et lui dire « Bon, maintenant débrouille-toi » avec toute cette intensité. Non. Il faut pouvoir lui proposer des ressources de régulation à la place. Et remplacer les stratégies d'adaptation par des ressources de régulation, c'est exactement ce qu'on fait dans Arise, dans mon programme de coaching. Mais aie vraiment ça à l'esprit. Tu peux pas juste retirer la stratégie d'adaptation et dire débrouille-toi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est une conséquence de la première, c'est que ça n'a pas de sens de travailler que sur le sujet de l'alimentation. L'alimentation, elle est disruptée par un système nerveux dérégulé qui est une conséquence du trauma. Donc notre attachement désorganisé, notre relation perturbée à l'alimentation, c'est une conséquence de la dérégulation. Au même titre que l'anxiété est une conséquence de la dérégulation du système nerveux. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Travaillons avec la régulation du système nerveux et observons tout ce qui se passe aussi dans notre relation à l'alimentation. Ça, c'est une démarche qui va être beaucoup plus efficace. Et troisième point, je vais pas dire ici, il n'y a pas de honte à avoir, parce que ça ajoute à la honte. Genre, j'ai honte d'avoir honte, donc non. Moi, ce que je dis, c'est fais de la place pour ces parties qui ont honte, et puis prends-les avec toi, et peut-être tu peux leur faire écouter cet épisode. Aux parties de toi qui ont honte, qui se sentent coupables, qui jugent. Fais-leur écouter cet épisode pour qu'elles comprennent pourquoi d'autres parties de toi te font te comporter de telle ou telle manière avec l'alimentation. Et comme ça, tu vas pouvoir commencer à initier le dialogue entre les parties de toi. Et ça, c'est le début de la guérison. Voilà pour cet épisode sur l'attachement et l'alimentation. S'il te plaît, comme d'habitude, si tu connais des personnes qui ont besoin de cet épisode, n'hésite pas à le partager. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler attachement et argent.